Deuxième partie de ce cours sur l'autorité. Donc on attaque la partie philosophique maintenant. Je rappelle que ces cours s'enchaînent. On a besoin d'avoir suivi les précédents pour comprendre les suivants. On est dans une philosophie thomiste, réaliste. Et l'avantage, c'est d'avoir des instruments très puissants pour mieux comprendre la réalité des choses, mais aussi ça demande une certaine à se tenir, une certaine, pas ascèse, mais une certaine rigueur dans le suivi de cet enseignement. On a donné toute la première année justement pour acquérir les outils, pour comprendre beaucoup de choses déjà, mais aussi pour acquérir les outils nécessaires à la compréhension de la suite. Et si on n'a pas suivi le début, on ne peut pas comprendre la suite. Même si on a fait des études de philosophie, en général, les philosophies actuelles ne nous donnent pas, donnent mal ce qui correspond à la philosophie thomiste avec ses précieux instruments métaphysiques pour comprendre les choses en profondeur. Donc, je continue de rappeler qu'il faut, ces cours, il faut les suivre dans leur intégralité, sinon on ne peut pas suivre la suite. Alors, partie donc aujourd'hui, l'autorité. Nous savons maintenant que la meilleure façon d'étudier un sujet se fait par les 4 causes. La cause matérielle, de quoi est constituée la chose au sens res, au sens latin res, de réalité, toute réalité. La cause formelle qui donne la nature à la chose, la cause efficiente qui amène la chose à l'existence et la cause finale que vise la cause efficiente pour réaliser la chose. On se rappelle que la cause finale est la cause des causes, causa causaro, celle qui met en action les autres, sans laquelle il ne se ferait rien. Je rappelle le petit exemple qu'on avait donné, si je veux me déplacer et que je ne me déplace, pour dire plus simplement, ni en haut, ni en bas, ni vers le haut, ni vers le bas, ni vers la gauche, ni vers la droite, je ne me déplace pas. Il faut un but pour toute action, sinon aucune action ne se réalise. En ce qui concerne la société, nous avons vu que la cause matérielle est la multitude des individus. La cause formelle, l'ordre de la société. La cause finale, le bien commun. Bien commun que tous les individus doivent viser d'un seul cœur, c'est-à-dire intelligence et volonté. Il nous reste à étudier la cause efficiente de la société, dont la tâche est de réaliser la société comme telle. Vous devinez ce que ça va être. À cause de cette fonction, on appelle cette cause efficiente l'autorité, parce que c'est elle qui est l'auteur de la société, c'est-à-dire ce qui la réalise effectivement. Auteur et autorité ont la même racine latine, augere, qui veut dire augmenter, développer. Ce qui signifie que l'autorité doit être au-dessus des autres et les faire monter là où ils doivent aller, en l'occurrence au bien commun, ce que nous allons exposer. Alors on devine déjà que l'autorité, pour cette raison, doit être arrivée là où elle doit faire arriver les autres, ou du moins être bien avancée sur ce chemin. On ne peut pas faire monter des personnes si soi-même on est arrivé à ce point. Bon, c'est pas applicable forcément dans tous les domaines, mais là, ça l'est parce que il faut être accompli dans ce qu'on veut, dans ce qu'on a l'intention d'enseigner aux autres, de montrer aux autres. On ne peut pas enseigner ce qu'on ne connaît pas, et on ne le connaît jamais mieux que quand on l'a mis en œuvre nous-mêmes.
On peut citer les exemples. Un chef menuisier, il est accompli dans la menuiserie. Hein. Sinon, comment voulez-vous qu'il dirige les ouvriers pour leur dire ce qu'ils ont à faire et comment ils doivent le faire, si il ne sait pas comment faire. Et les ouvriers, d'ailleurs, ne sont jamais, j'ai déjà dit, sont en admiration devant un chef qui sait leur montrer qu'il possède parfaitement le métier, hein, et qui monte sur l'échafaudage pour leur dire, voyez les gars, il faut faire comme ça et comme ça. Voilà, il fait devant eux. Ça, c'est, j'allais dire, les ouvriers sont à genoux devant un chef comme ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui vraiment qui a l'autorité, c'est-à-dire qui possède parfaitement ce à quoi il est censé amener les autres. Hein. Nous avons donc vu que ce qui fait une société, c'est la coordination des activités, le fait qu'elles sont dirigées vers un même but, à réaliser, à vouloir par tous. Hein. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de société. Hein. Et là, donc, on rappelle, entre parenthèses, on l'a déjà dit, mais on a un peu un semblant de société aujourd'hui, avec cet individualisme-là qui a perdu de vue ces choses. Hein. Et l'homme a besoin de la société pour arriver à son but. On a vu qu'il ne peut y arriver seul. Tout le monde ne peut pas faire son pain, ses légumes, etc. Tout ce dont on a besoin, ou au moins tout ce dont on profite aujourd'hui, seul. Hein, même les gens qui veulent, hein, on a des documentaires là-dessus en ce moment, même les gens qui veulent revenir à une vie plus autonome, ils sont obligés de s'associer quand même entre eux, parce que chacun ne peut pas tout faire, à moins de se suffire du strict minimum, et encore. Donc l'homme a besoin de la société pour arriver à son but, et la société a besoin de cette coordination, je répète, pour arriver au but de la société. Or, des individus livrés à eux-mêmes ne vont pas spontanément coordonner leurs activités, parce que même si le but commun est naturellement le même, puisque nous avons tous la même nature, nous ne savons pas tous d'abord quel il est, qu'est-ce que c'est que ce but commun, et même si nous savons ce qu'il est, nous ne le voulons pas forcément tous. Et même si nous le voulions tous, il faudrait encore coordonner les activités, ne serait-ce que dans le temps et dans l'espace, de manière à ce qu'elles ne se gênent pas, hein, ne se contrarient pas, mais au contraire se complètent les unes les autres et forment un tout qui soit en même temps utile à l'ensemble et à chacun en vue du but commun. Vous voyez, prenons un moteur, bon, c'est pas tout à fait le cas, c'est un exemple un peu lointain, mais qui nous fait comprendre, on a déjà appris d'ailleurs. Il faut que toutes les pièces, pour que le moteur marche correctement, il faut que toutes les pièces soient parfaitement coordonnées pour produire le même but, qui est de faire avancer la voiture, par exemple. Si une pièce est grippée ou est bloquée dans le moteur, tout s'arrête, hein, ça ne fonctionne plus, parce que il n'y a plus cette coordination en vue d'un même but. Alors d'autres pièces peuvent continuer de fonctionner, mais ça ne va pas aller loin parce qu'elles vont se détruire. Ou si par exemple on oublie de mettre de l'huile, ça va chauffer et ça va vite détruire le moteur. Coordination des activités en vue d'un même but. Un principe philosophique résume cela en disant, je vous lis en latin, bon, si certains ont fait du latin, que secundum se diversa sunt, hein, ce qui est divers par soi, non conveniunt in aliquod unum, ne se rassemblent pas, ne conviennent pas en quelque chose d'un, nisi periquam causam coadunantem ipsa, ne perviennent à quelque chose d'un que par une cause qui va les unir, les coordonner. Hein, on dit en français, ce qui par soi est divers ne peut se ramener à l'unité que par une cause de cette unité. Oui.
Ou plus simplement, toute unité de choses diverses par elle-même a nécessairement une cause. Il faut une cause de l'unité de choses, d'éléments qui sont divers par soi. C'est comme ça que la théorie de l'évolution aujourd'hui n'est pas possible. Si on voudrait que les êtres soient le résultat d'atomes qui se rassembleraient par eux-mêmes, alors que les atomes, ils ne sont pas faits pour se rassembler par eux-mêmes, puisqu'ils peuvent former soit un homme, ou un animal, ou une plante, ou un rocher. Par eux-mêmes, ils ne sont pas faits pour faire un homme, par exemple. Et donc, pour faire un homme, il faut autre chose que les atomes, il faut quelque chose qui soit le principe de cette unité, qui est l'âme, on l'a vu. Il n'y a pas d'être, au moins d'être vivant, mais connaissant comme nous, sans principe d'unité qu'on appelle l'âme. Donc là, c'est pareil, dans une société, pour qu'il y ait une unité, une coordination des activités, il faut un principe de cette unité, ça ne va pas se faire tout seul. Ou un orchestre, prenez l'exemple d'un orchestre, vous avez les meilleurs musiciens du monde qui vont se réunir, mettons une cinquantaine, ils auront du mal à jouer quelque chose ensemble parce qu'il leur faut une cause d'unité. Dans une société, il faut une cause de coordination des activités, sinon elles ne sont pas coordonnées mais isolées et ne peuvent manquer de se contrarier et même de s'annuler. Cette coordination des activités est le rôle de l'autorité. Pour reprendre l'exemple de l'accident sur la place de la Concorde, on a pris la dernière fois, d'abord une foule de badauds qui regardent sans rien faire, sans but, sans commun, puis quelques personnes qui essayent d'intervenir, mais c'est un peu la pagaille, et puis l'intervention d'un médecin qui prend l'organisation en main et demande à chacun de s'occuper d'une tâche précise, comme à quelqu'un de former un cordon sanitaire, à un autre d'appeler le SAMU, à deux autres d'aller chercher de l'eau, à d'autres de lui donner une écharpe, des manteaux, d'ouvrir les portières coincées, etc. Voyez ? Les secours s'organisent, les actions se coordonnent de manière à ce que le but soit atteint, c'est-à-dire secourir les blessés. Vous voyez le but. Et de la façon la plus facile et la plus rapide. Tout cela grâce à une personne qui aura su jouer le rôle d'autorité. Vous voyez, s'il y en a plusieurs, bon là on attaque un autre problème, on le fait remarquer en passant. S'il y a deux ou trois personnes, il faudra aussi une cause d'unité, c'est qui veulent commander, diriger les choses, il faut aussi une coordination entre ces trois personnes. On revient toujours à un principe d'unité. Ce rôle est extrêmement important parce que c'est lui qui réalise la société et sans lui, la société ne pourrait être ce qu'elle est. Ah, on a beaucoup. Ça nous fait tomber un peu des nues aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, où on a oublié ça. Le rôle extrêmement important, l'autorité, ça nous fait du bien de retrouver ces bons principes-là. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Pour ce qui est de la coordination des activités, on peut aussi prendre l'exemple d'un moteur. Oui, comme on l'a fait tout à l'heure, dans toutes les pièces ont très précisément leur rôle à jouer pour qu'ils produisent l'énergie désirée à partir d'un comburant quelconque. Si une pièce, par exemple un piston, ne remplit pas son rôle au moment voulu, par exemple se grippe, gripper ça veut dire qu'il se coince, en général c'est parce qu'il manque d'huile, qui coulisse mal et donc il peut finir par se bloquer. Si un piston se grippe, tout le fonctionnement du moteur en est perturbé et même parfois stoppé. La différence avec un moteur, c'est que dans une société, les éléments sont des êtres doués d'intelligence et de volonté et donc de liberté. Vous voyez, là on fait appel au cours précédent, si vous voulez. Il faut avoir bien suivi, il y a un cours pour chacun, intelligence, volonté, il y en a même plusieurs sur l'intelligence. Volonté et liberté. Non, liberté et volonté, c'est dans le même cours. Par conséquent, il ne suffira pas d'ajuster les pièces une fois pour toutes comme pour des êtres inertes, mais il faudra prendre en compte leur liberté. Et c'est pour ça que, on le répète,
rappellera, on a déjà dit, on en reparlera, mais c'est pour ça que la science politique est la science la plus difficile, parce qu'il s'agit de coordonner les activités par une autorité, les activités d'être libre. Et il faut qu'ils soient libres, parce que c'est leur nature, c'est la nature de l'homme d'être libre. Et il faut respecter cette liberté, de façon qu'on ne la respecte pas. Les gouvernés ne tardent pas à la revendiquer, à dire attention, là il y a quelque chose qui ne va plus, vous oubliez une partie essentielle de la société, qui est la liberté. C'est vrai, bon, aujourd'hui on l'a un petit peu trop, on focalise un petit peu trop ce côté-là, et au dépend de l'autorité. On va voir, on va donner toutes les indications des problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est pas difficile. Le monde, on n'invente pas le monde, il existe depuis longtemps. Il y a des gens très intelligents qui ont établi une science de la politique. Malheureusement, on a éjecté, on a mis de côté un peu cette belle science, ce qui est dommage, et c'est ce que j'essaye de faire, moi, de la remettre à jour. Le rôle de l'autorité est donc absolument indispensable dans une société, vous comprenez, pourquoi? Parce que c'est la cause efficiente qui va, je répète, réaliser cette coordination des éléments pour que tout fonctionne de manière à ce que le but soit atteint. Le but commun qui va servir à la société et en fin de compte à chacun de nous. Ah, c'est sûr ça. Et on va préciser, c'est magnifique. Du fait qu'il est lui aussi un être libre, celui qui tient la place de l'autorité, il faudra qu'il détermine à son niveau ce qu'il y a à faire, et c'est l'acte de décision. J'ai oublié quelque chose, pardon. Il faut que, c'est ce qu'on vient de dire, il faut que les activités soient coordonnées. Il est donc l'autorité, il faut une cause d'unité, donc c'est l'autorité. Et il faudra qu'il détermine à son niveau ce qu'il y a à faire, et c'est l'acte de décision. C'est quelque chose de très très important, ça. C'est le rôle principal. Le rôle principal de l'autorité est de prendre des décisions, de décider ce qu'il faut faire pour atteindre le bien commun qui oriente toute la vie d'une société. Et on va dire après, il faut que les autres obéissent aussi. Vous voyez, il ne suffit pas d'avoir une autorité qui va être capable de coordonner les activités. Il faut encore qu'à un moment donné, elle prenne la décision. C'est pas évident, c'est pas écrit, il n'y a pas un livre où il va chercher page 34, article 2, là, dans ce cas-là, il faut faire ça. C'est à lui de juger, dans sa capacité d'autorité, la décision qu'il faut prendre à tel moment donné pour que la société non seulement existe, mais continue d'exister, vous voyez, dans son fonctionnement, parce que c'est pas évident, vous vous doutez que, surtout encore plus aujourd'hui où tout est mondialisé, moi je les plains, je fais beaucoup pour eux, bon. Le rôle de l'autorité, je répète, donc est absolument indispensable dans une société, et du fait qu'il est aussi un être libre, oui, de son côté aussi il est un être libre, donc il faudra qu'il détermine à son niveau ce qu'il a à faire, et c'est l'acte de décision, déjà à son niveau, oui, j'ai omis ce côté-là. Il faut qu'il se détermine lui-même pour déterminer les autres après, et cette détermination, c'est l'acte de décision. Le rôle principal, je répète, de l'autorité est de prendre des décisions, de décider ce qu'il faut faire pour atteindre le bien commun qui oriente toute la vie d'une société. Il s'agira ensuite de mettre en œuvre ces décisions dans la société. Voyez ? Alors, du fait que les individus de la société, comme on le disait, sont des êtres libres, c'est-à-dire doués d'intelligence et de volonté, le rôle de l'autorité, qui doit tenir compte de la liberté, se situera à ce niveau. Vous voyez, c'est beau, c'est-à-dire de l'intelligence et de la volonté libre des individus. Vous allez voir comment.
Et comme ces facultés deviennent vraiment efficaces par la vertu, comme on l'a vu, les trois fonctions essentielles de l'autorité seront au niveau de l'intelligence, de la volonté et des vertus qui renforcent ces facultés, comme on l'a vu. On peut arriver à la même conclusion en considérant, comme on l'a vu, que la société est œuvre d'intelligence, de volonté et de vertu. Donc l'action de l'autorité se situera forcément à ce niveau. Premièrement, au niveau de l'intelligence, l'action de l'autorité sera de faire prendre conscience à tous du bien commun qui doit être poursuivi, de les informer à ce sujet, de les instruire. Mais son rôle ne s'arrête pas là, car il ne suffit pas que tous sachent ce qu'est le bien commun pour qu'ils s'y dirigent de façon coordonnée. Nous venons de voir que pour cela, il faut un principe d'unité des activités, un principe de coordination, et ce principe est l'autorité. Le rôle de l'autorité sera donc là de distribuer les tâches à chacun pour que chacun sache ce qu'il a à faire pour sa part, de manière à ce que l'ensemble atteigne au mieux ce bien commun, c'est-à-dire dans une belle coordination, une belle harmonie, de façon à ce que chacun soit le plus efficace dans sa partie, sans gêner les autres, mais au contraire les aide en même temps à accomplir la leur. Or, dire ce que quelqu'un doit faire s'appelle commander. Voilà. Bon, vous imaginez que c'est pas si simple qu'on le dit en quelques mots. Après, il faut voir. D'abord, il n'est pas tout seul. L'autorité, il est entouré déjà de ministres chez nous, avec un président de la République, et puis toute une administration qui vont. C'est toute une organisation très complexe. Bon, après, là, on donne les lignes principales. Et après, dans l'application, commander, quelle sera, je dis ça pour cet aspect plus particulier de commander, dire la tâche que chacun a à faire, ça ne veut pas dire qu'il va déterminer chacun quel métier il va avoir, etc., chez quel entrepreneur il doit s'embaucher, et combien de temps il doit travailler, etc., mais orienter les personnes dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel secteur pour développer telle ou telle, et plus ou moins telle ou telle activité, vous voyez. Après, il y a l'application. Bon, moi, c'est pas mon boulot. Moi, je suis le philosophe. On va chercher les choses à la racine on va chercher les explications à la racine des choses, et après, la mise en application, c'est un autre problème. Il y a toutes les sciences politiques, économiques, etc., qui sont censées prendre le relais. C'est pas la seule philosophie qui va régler tous les problèmes, mais elle donne quand même les bases fondamentales qu'il faut, que si on ne suit pas, ça mène à la faillite, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Là, vous me commandez, ça sonne mal aux oreilles parce que, mais vous allez voir, ça sonne encore très bien avec la liberté. Ça sonne un peu mal de façon réflexe aux oreilles, mais vous comprenez que, par exemple, dans une entreprise, si on veut que tout marche, il faut que le chef d'entreprise dise vous faites ci, vous faites ça, et il ne s'agit pas que chacun... il va dire, par exemple, une menuiserie, c'est un domaine que je connais bien, il y a une raboteuse, une décousseuse, une toupie, pour mettre, si tout le monde veut aller à la toupie, il va dire non, il faut d'abord que le bois soit raboté, qu'il soit calibré, et ensuite on le passe à la toupie. Donc il va commander les diverses activités pour que que les activités soient coordonnées en vue du but commun. Donc là, pour l'entreprise qui est de fournir des objets en bois et vivre de son travail. Faire vivre de son travail tous ceux qui participent. Alors, dire que ce que quelqu'un doit faire s'appelle commander.
Le premier rôle donc de l'autorité au niveau de l'intelligence sera de commander, ce qui se fait en donnant des ordres. En fait, c'est la transmission des décisions, et cela est donner l'ordre à la société de manière à ce qu'elle ait sa forme comme société. Vous voyez, sinon c'est le désordre et il n'y a pas de société. Vous voyez, on peut dire, bon, commander, ça sonne à nos oreilles, mais si on n'a pas ça, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de coordination et il n'y a pas de société. Bon, il faut passer par là. On rejoint bien nos principes de philosophie qui disent que la cause efficiente est ce qui imprime la forme dans la matière en visant la cause finale. Bon, là, si j'insiste pas, on l'a vu. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le revoir. La cause efficiente, l'autorité, imprime la forme, l'ordre, l'ordre dans la matière, la multitude d'individus, en visant la cause finale, le bien commun. Vous voyez, je répète, on a les 4 causes là. La cause efficiente, l'autorité, imprime la forme, c'est-à-dire l'ordre, dans la matière, c'est-à-dire la multitude d'individus, en visant la cause finale, c'est-à-dire le bien commun. On l'a déjà vu, je répète de façon concise. Une fois que chacun sait ce qu'il a à faire, il faut lui imprimer le mouvement, engager sa volonté à faire ce qu'il a à faire. Ah oui, il ne suffit pas que la personne le sache, le comprenne, mais il faut aussi qu'elle ait envie de le faire. Hein? En 2 mots, il faut lui donner envie de le faire. Mettre en marche les volontés est parfois quelque chose de plus difficile que d'éclairer les intelligences. C'est une chose qui demande beaucoup d'énergie. Cette deuxième fonction de l'autorité, à ce niveau, s'appelle gouverner. En fait, gouverner, c'est tenir le gouvernail des énergies, une belle image, pour les diriger dans le bon sens, celui du bien commun. Vous voyez, comme tout cadre parfaitement. Hein. Avec la réalité et puis les notions entre elles. Gouverner et gouvernail ont la même origine étymologique. Hein. Troisièmement, et comme nous le savons maintenant, la volonté humaine étant par elle-même faible et chancelante, elle a besoin d'être fortifiée par les vertus et réaliser effectivement le bien et persévérer dans sa réalisation. C'est donc aussi le rôle de l'autorité d'éduquer aux vertus sociales. Nous savons que ces vertus ne poussent pas naturellement comme les dents ou les cheveux, elles doivent être développées par l'éducation, ce qui prend beaucoup de temps et demande beaucoup d'énergie aussi. Il est très important que l'autorité éduque aux vertus sociales. Vous voyez, bon, en fin de compte, c'est le papa, hein, si on veut, le chef de gouvernement, quel qu'il soit roi, qu'il soit président, qu'il soit ce qu'on veut, c'est un petit peu l'éducation d'un enfant. Hein. On va voir ça d'ailleurs dans l'éducation, on n'a pas vu encore le cours sur l'éducation. Toute la difficulté, hein. Surtout aujourd'hui, on est loin de tout ça, hein. Surtout avec tout ça, c'est des philosophies tordues, hein, des faux, excusez-moi l'expression, mais qui ont tout faussé. Hein. Après, faut récupérer, faut recoller les morceaux, elle dit, il y a du boulot. Hein. Les 3 fonctions de l'autorité seront donc le commandement, le gouvernement et l'éducation aux vertus. Hein. La fonction d'éducation est très importante, comme on le disait, c'est elle qui amène les subordonnés à l'obéissance. Ah, un truc qu'on n'aime pas trop encore non plus, ça. Et oui, c'est nécessaire. Obéir, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire faire ce qu'on nous commande, c'est tout. Nous savons combien il est difficile d'obéir. Même les enfants ont beaucoup de mal à apprendre l'obéissance. On aime mieux en général faire à son idée que selon le commandement d'un autre, ou bien ne pourra rien faire du tout. Rien pour dire je ferai pas ce que tu me dis de faire. Bon, ça derrière c'est l'orgueil. Hein. On voit cependant à quel point elle est nécessaire, car sans elle, l'ordre de la société n'est pas possible, et on tombe dans l'anarchie, que ce soit la société politique ou l'Église. Hein. Et on en a un bon exemple aujourd'hui. On n'est pas loin du chaos. Hein.
Heureusement, notre président, je l'admire quand même, hein, d'une certaine manière, il a réussi à rétablir la situation avec son... Bon, il a fait des bêtises aussi, à mon avis. Là. Bon, on ne s'étend pas là-dessus, mais il a réussi à maintenir l'ordre, mais je ne sais pas si ça peut pas répéter d'un moment à l'autre. Hein. En tout cas, on est assis sur un baril de poudre. Hein. L'autorité n'existe que si elle est capable de se faire obéir. C'est tout un art. Là, pour l'instant, elle sait se faire obéir avec la force de l'ordre. Bon, c'est déjà ça, mais on ne peut pas dire que tout le monde soit partie prenante. Bon, puis vous comprenez que pour être partie prenante, il ne faut pas faire des âneries non plus. Hein. Dans le gouvernement, il faut être un modèle. On espérait beaucoup en ce monsieur Macron, et puis malheureusement, on finit par se rendre compte que ça continue un petit peu de la même manière, plus ou moins. Bon, je ne rejette pas la pierre. Moi, je prie beaucoup pour eux. Et je ne voudrais pas être à leur place parce que c'est un travail très très difficile. Toute la difficulté réside dans le fait qu'il faut commander à des êtres libres et qui doivent rester libres. Il faut tout dire. Je vais commander à des êtres libres, ils vont faire ce que je veux. Avec un geste menaçant, non. Et donc, où la contrainte physique est en principe totalement exclue, hein, physique ou même morale. Hein. C'est l'erreur de tous les totalitarismes de vouloir contraindre les personnes à réaliser ce qu'elles ne veulent pas faire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous le ferez quand même. Non. Il faut arriver, alors on va voir comment on arrive à ça, à l'obéissance des êtres, par des êtres libres. Eh bien, tout l'art consiste à instruire des intelligences et à engager des volontés, vous le comprenez, hein, c'est-à-dire à convaincre et à persuader. Autrement dit, à ce que les personnes reconnaissent d'elles-mêmes que l'autorité a raison, et aient envie de le faire, et aient envie de faire ce que l'autorité leur commande de faire. Vous voyez, ça, c'est l'idéal. Hein, il faut et on peut y arriver. Vous voyez, si vous revenez un petit peu en arrière, le but commun, société. Si on veut être société, il faut qu'on ait un but commun et qu'on y travaille ensemble. Pour ça, il faut coordonner les activités. Et pour coordonner les activités, il faut un principe d'unité. Il faut que le principe d'unité, le genre lui-même, il a la capacité de réaliser cette unité. Et bon, et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir convaincre et persuader les libertés pour qu'elles aient envie de le faire et qu'elles fassent la démarche de le réaliser. Vous voyez, il faut que les personnes reconnaissent d'elles-mêmes que l'autorité a raison, je répète, et aient envie de faire ce que l'autorité leur demande de faire. Alors pour ça, la première condition, ce qu'on vient de dire, mais aussi, c'est de ne pas avoir d'une mauvaise volonté, parce que vous avez des gens, ils ont des préjugés que l'autorité est toujours corrompue. Quoi que va dire l'autorité, ils vont s'opposer, parce qu'ils vont dire, il y a quelque chose de pourri là-dedans, il faut savoir quoi, et la première réaction, ça c'est le marxisme, la CGT, le communisme et tout ça, hein. Il faut commencer par s'opposer, ensuite étudier la question, et ensuite faire le bras de fer jusqu'à ce que l'autre cède, et c'est moi qui vais lui dire ce qu'il a à faire. Alors il n'y a plus de société, parce que c'est l'individualisme, on a vu que l'individualisme, ça conduit au chaos, hein. Donc, précondition, avoir une bonne volonté de réaliser le bien commun ensemble. On peut se tromper, ça fait partie de la vie humaine, mais on ne peut rien faire avec de la mauvaise volonté, parce que c'est tout de suite non, et avec que des non, on ne peut rien faire. Tout est bloqué. Alors, pour cela, bien sûr, pour que chacun reconnaisse que l'autorité a raison et pour qu'il donne envie de le faire, pour ça,
il ne s'agit pas que l'autorité raconte n'importe quoi, bien sûr. Elle doit être remplie de sagesse, de manière à ce que son langage attire les intelligences et les volontés, parce que l'intelligence et la volonté sont faites pour la sagesse. Oui. Vous voyez ce mot qui nous gêne un peu, là, puis qu'on a envie de laisser un petit peu de côté, pour les gens qui sont un petit peu comme ci, comme ça, c'est central. Hein. Le chef de gouvernement doit être rempli de sagesse. Justement, parce que c'est la sagesse. En elle, la vraie sagesse, hein, la vraie sagesse a en elle tout ce qui intéresse l'intelligence et la volonté. Un chien qui reconnaît son maître nous donne une bonne image de ce fait qu'il ne peut manquer de se précipiter vers lui dès qu'il le voit, hein, le chien. Et ben, de même, dès que l'intelligence et la volonté reconnaissent sa sagesse, si leur naturel n'a pas été déformé encore, hein, elles se précipitent vers elle. Alors évidemment, ce qu'il faut, c'est déjà soigner l'intelligence et la volonté qui ont été déformées aujourd'hui. Hein, ça, on le répète par tout un tas de philosophies délétères, mais naturellement parlant, une intelligence et une volonté qui n'ont pas été corrompues reconnaissent naturellement la sagesse parce que c'est leur aliment. C'est comme un enfant qui voit un bon gâteau, hein, il ne va pas lui tourner le dos en général. L'autorité a cependant parfois besoin d'employer la contrainte, car, comme on le disait, il ne suffit pas de voir la vérité pour la vouloir forcément, on a vu ça déjà. L'homme demeure libre et peut rechigner à la suivre. L'autorité peut alors employer momentanément la contrainte pour mettre la personne sur la bonne piste, comme un enfant. Hein. Des fois, l'enfant il ne veut pas obéir, faut le contraindre. S'il ne veut pas comprendre, essayer d'expliquer, il ne veut pas comprendre, on peut employer la contrainte au moins un certain temps. La mettre sur la bonne piste jusqu'à ce qu'elle constate par l'expérience, au-delà de la simple connaissance que l'autorité avait raison, et se mettre ensuite d'elle-même à la suivre. Parfois, il faut employer la contrainte de façon durable dans le cas de forte tête qui se refuserait obstinément à vouloir suivre l'autorité, ce qui pourrait de plus faire mauvaise impression sur les autres. Mais cette attitude ne doit concerner qu'une petite minorité et l'autorité doit être certaine de détenir la vérité. Oh là là, ce qu'on dit là, ça, les gens ne comprennent plus rien de ce langage maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité? Bon, on l'a vu, hein, c'est tout simple. Hein. La vérité, c'est la réalité en fin de compte, hein, la réalité dans l'esprit. Mais il faut la trouver, il faut la chercher et la trouver. Et le summum de la vérité, c'est la sagesse. La sagesse, c'est non pas seulement des vérités, un ensemble de vérités, mais les vérités fondamentales et leur dépendance les unes avec les autres. C'est ce qu'on enseigne ici, hein, on n'invente rien. Et vous voyez, si vous suivez bien ces cours, vous voyez combien c'est beau. La sagesse qui vient de Dieu, en fin de compte, parce que même si la philosophie est humaine, rationnelle, ça vient de Dieu en tant que la philosophie, la raison, la philosophie réaliste, dans laquelle la raison recherche la réalité, la réalité vient de Dieu, donc en fin de compte, tout vient de Dieu. Hein. Et Dieu est la sagesse éternelle. Donc, contrainte passagère ou durable, mais ça ne doit concerner qu'une petite minorité, et l'autorité doit être certaine de détenir la vérité. En règle générale, elle doit avant tout chercher à convaincre et persuader. Voilà. En conséquence, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, une autorité forte n'est pas une autorité qui emploie la contrainte de façon rigide. Vous voyez ? C'est au contraire une autorité qui a un fort pouvoir. Une autorité forte, hein, c'est une autorité qui a un fort pouvoir de conviction et de persuasion. Vous voyez ?
et qui sera ainsi d'autant moins amené à employer la contrainte. Bah, je comprends, vous voyez, prenez un homme comme De Gaulle, bon, je suis pas un grand connaisseur et je suis pas forcément un admirateur sur tous les points de lui, mais je l'admire quand même d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui représentait quelque chose quand même, il avait une autorité parce qu'il arrivait à emporter les assentiments des personnes. Bon, c'est un exemple lointain, mais vous imaginez ce que peut être une personne qui va vraiment être représentative de cette sagesse pour emporter l'adhésion des intelligences et des volontés. Hein. Pas seulement plaire par certains aspects, par certains coups médiatiques, des choses comme ça, mais parce que la personne possède en elle-même cette sagesse qui plaît naturellement à l'intelligence et à la volonté, comme on le disait. Alors c'est pas facile non plus dans le sens où la vraie sagesse n'est pas forcément reconnue par tout le monde, n'est pas forcément aimée par tout le monde. Bon, ça c'est un autre problème spirituel. On sait que le Satan est dans le monde et lui il est opposé à la sagesse, hein, à Dieu. Et alors il y a des gens qui vont avoir des réflexes un petit peu conditionnés qui vont les faire réagir négativement à chaque fois qu'ils vont voir arriver la sagesse. Bon, ça c'est un autre problème. Le problème du péché, il faut faire avec aussi. Hein. C'est pour ça que des fois la contrainte peut aider dans certains cas des gens qui vont automatiquement s'opposer à ce qu'il y a de meilleur du point de vue de la sagesse. Donc une autorité, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, instinctivement parlant, on va dire, qu'est-ce que c'est qu'une autorité forte? On va répondre, c'est une autorité qui est... non, c'est juste le contraire. Une autorité forte, c'est une autorité qui ne va pas servir de la force, justement, qui va savoir persuader, convaincre et persuader. C'est une vraie autorité qui va se... Hein, même des parents, on peut prendre l'exemple des parents qui sont adorés par leurs enfants, hein, et les parents en obtiennent ce qu'ils veulent dans le bon sens du terme, parce qu'ils ont su les guider, les éduquer selon cette sagesse. Et c'est une autorité forte, parce que les enfants, rien qu'en voyant les parents, ils ont un respect, ils ont un amour pour eux, parce qu'ils savent que ils les conduisent vers leur bien. Ils les aiment. À l'inverse, une autorité qui emploie beaucoup la contrainte est une autorité faible. Parce qu'elle ne sait pas se faire obéir autrement que par la force. Ce qu'on appelle habituellement un régime fort, oui, comme on le disait, c'est un régime totalitaire. Mais en fait, c'est un régime faible et inversement. Une autorité qui sait se faire obéir par elle-même est une autorité forte. Il peut cependant arriver que les mœurs d'une société soient dans un tel état que la conviction et la persuasion ne puissent passer. L'autorité peut alors et doit même employer une contrainte générale, mais momentanée, pour la relâcher peu à peu à mesure que la population croît en intelligence et en vertu, si c'est possible. C'est beau ça. Oui. Employer la force, parce que les gens sont dans un tel état qu'ils ont perdu ça chauffe sous la cafetière, comme on dit, en la relâchant progressivement. Comme dans l'éducation, on va le voir, c'est pareil. À mesure que la population croît en intelligence et en vertu. Oui. Souvent, on croit que autorité et liberté sont contradictoires. Que plus il y a d'autorité, moins il y a de liberté, et qu'il y aura d'autant plus de liberté qu'il y aura moins d'autorité. Oui, ça en est en plein dedans aujourd'hui. Hein. Et vous voyez que c'est faux, c'est exactement le contraire. Et dans cette optique-là, tout l'art de la politique consisterait donc à trouver un compromis entre autorité et liberté à travers des conflits et des rapports de force. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, exactement ce qu'on vit aujourd'hui, ça.
Et comme on s'en doute d'après ce qu'on vient de voir, c'est complètement faux. Vous voyez, vous comprenez, hein, avec, bon, j'espère, ce qu'on vient d'expliquer. C'est complètement faux à tel point que autorité et liberté ne peuvent aller l'une sans l'autre. Hein, vous tombez des nues, hein, et pourtant, logiquement, c'est ce qui découle de ce qu'on a dit. Autorité et liberté ne peuvent aller l'une sans l'autre, ce qui est tout à fait compréhensible, puisque, comme on l'a vu, l'autorité doit s'exercer au niveau de l'intelligence et de la volonté, ce qui n'est rien d'autre que la liberté. Hein. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Ben, c'est un choix intelligent, c'est un choix qu'on ne peut faire sans connaissance. Et la connaissance, c'est l'intelligence, et le choix, c'est la volonté. Vous voyez? Non seulement autorité et liberté ne sont pas contradictoires, mais encore elles sont complémentaires et même indispensables l'une à l'autre, à tel point qu'elles ne peuvent aller l'une sans l'autre. Vous voyez? C'est pas évident, hein, il faut travailler ça si vous voulez mieux le saisir. C'est pas une réflexion réflexe, c'est une réflexion logique qui se déduit de tout ce qu'on a dit précédemment. On peut s'en rendre compte par deux affirmations réciproques. Plus il y a de liberté, plus il y a d'autorité. Plus il y a d'autorité, plus il y a de liberté. Bon, on reprend ça. Premièrement, plus il y a de liberté, plus il y a d'autorité, car nous avons vu qu'une autorité est d'autant plus forte qu'elle est plus facilement obéie sans contrainte, c'est-à-dire lorsqu'elle sait parler aux intelligences et engager les volontés. Autrement dit, quand les personnes ont compris ce qu'il faut faire et le veulent par elles-mêmes. Donc, si une autorité est d'autant plus forte qu'elle agit sans contrainte, c'est qu'elle est d'autant plus grande que la liberté est plus grande. Donc, plus il y a, je répète, on répète ce qu'on a dit au début, plus il y a de liberté, plus il y a d'autorité. Vous voyez? Logiquement. Mais vous dites ça comme ça sans explication, les gens ils sont pas d'accord du tout. Mais vous voyez, avec ce qu'on vient dans le développement de ce parcours, c'est tout à fait logique. Et deuxièmement, réciproquement, plus il y a d'autorité, plus il y a de liberté, car on a vu qu'une autorité forte est celle qui sait agir au niveau de l'intelligence et de la volonté, c'est-à-dire de la liberté, et non par contrainte. Autrement dit, une autorité forte, c'est celle qui respecte et favorise le plus la liberté. Et donc, plus il y a d'autorité, plus il y a de liberté. Ah, c'est beau ça. Et vous voyez comme des fois la vérité se cache derrière des préjugés qui nous la font rejeter réflexivement, alors qu'en réfléchissant un peu, elle est là pas loin. Hein. De plus, avec peu ou pas d'autorité, les individus seront plus isolés les uns des autres et seront davantage obligés de subvenir chacun à ses besoins, à soi. Et donc ils vont dépenser toute leur énergie, toute leur intention, tout leur temps à chercher leur nourriture, à se vêtir, à se loger, à se protéger des agressions des hommes et des bêtes. Alors qu'avec une autorité forte, la société sera si bien organisée, hein, vous comprenez pourquoi, hein, autorité et coordination, la société sera si bien organisée qu'elle sera très bien pourvue en biens de première nécessité, au point qu'il reste à chacun beaucoup plus de temps personnel pour des tâches plus valorisantes pour l'homme, selon sa dignité d'être intellectuel et spirituel, pour étudier et prier, et d'abord avant tout en ce qui concerne les dirigeants. Bon, ça n'empêche pas les loisirs, etc., mais les loisirs, c'est pas ce qui reste forcément dès qu'il n'y a plus de travail. Hein. L'homme n'est pas seulement excusez-moi l'expression, derrière pour mettre dans une chaise longue, c'est un être appelé à la sagesse, et donc il faut la chercher constamment.
mieux l'autorité organisera la société à tous les niveaux de la vie sociale, matériel, intellectuel, éducatif, technique, économique, culturel, moral, etc. Plus les citoyens seront enrichis d'une multitude de biens et aptes à vivre ensemble de manière à ce que la vie se passe le mieux du monde pour tous, à tous les niveaux de l'être humain. Imaginons par exemple un monde où tous les hommes seraient scrupuleusement honnêtes, plus besoin de fermer sa maison ni sa voiture, chacun respecterait l'autre avec la plus grande attention, chacun aurait la plus grande sollicitude pour l'autre et prendrait ses intérêts pour les siens propres. Oh, le rêve. Dès que quelqu'un serait dans le besoin, il verrait une multitude d'amis venir lui proposer son aide, etc. Quel bonheur. Oui. On pourrait y arriver à ça. Si on comprenait que ce qu'on fait de mal à l'autre, ça nous retombe toujours dessus. Et ce qu'on fait de bien à l'autre, ça nous retombe aussi dessus, dans une société. Donc, plus l'autorité est forte, c'est-à-dire fait bien son travail, qui consiste d'abord à se remplir de sagesse pour organiser les choses de la meilleure manière, et nous savons combien il en faut de la sagesse aujourd'hui, alors que les sciences, les techniques et les moyens de communication dans le monde se sont développés de façon prodigieuse. Donc, je répète, plus l'autorité est forte, plus la vie sociale se déroulera de façon harmonieuse et donc laissera d'autant plus de possibilités aux habitants d'exercer leur liberté, leur faculté d'agir, de choisir. Cette liberté sera d'autant plus favorisée dans son exercice que l'autorité, remplie de sagesse, saura montrer où est le plus grand bien commun. En effet, si la liberté est fonction de la qualité du choix, et la qualité du choix fonction de la qualité du bien choisi, si l'autorité sait montrer où est le plus grand bien, la liberté s'exercera d'autant plus pour qui le choisira mieux, et donc sera d'autant plus grande. Si vous avez suivi, là, vous pourrez le reprendre. La liberté, c'est une faculté en deux mots. La liberté, c'est une faculté de choix. Si je fais le meilleur choix, ma liberté sera la mieux employée, donc ma liberté sera d'autant plus grande. Vous voyez, en deux mots. Et c'est là véritablement le rôle de l'autorité, son rôle essentiel, c'est-à-dire de grandir et de faire grandir. Et cela surtout en sagesse. On en reparle tout à l'heure. La sagesse, c'est pas un à côté. C'est fondamentalement ce dont nos plus hautes facultés ont besoin pour vivre. Comme on a besoin de nourriture pour notre corps, et en général on choisit des bonnes nourritures qui vont nous faire plaisir, mais la sagesse, c'est cela au niveau de nos plus hautes facultés. Vous comprenez en proportion quel bonheur il peut y avoir. C'est pas un épouvantail, c'est dessous se cache un bonheur et une joie très profonde. Ce qu'ont cherché les vrais philosophes, en fait. Donc, plus l'autorité est forte, plus la liberté est grande, c'est-à-dire s'exercera plus. On a vu en effet qu'une liberté sans exercice est comme morte dans les cours précédents. Donc, liberté et autorité, loin de se contrarier et d'engendrer nécessairement des conflits, vont à ce point ensemble que l'une ne peut exister vraiment sans l'autre. Voyez, là, vous avez sûrement appris quelque chose, même si vous avez fait de la philosophie. Vous n'avez sûrement jamais vu ça dans les enseignements philosophie des écoles aujourd'hui. Seulement pour cela, il faut éduquer ou rééduquer les libertés. Tant de l'autorité que des subordonnés, une tâche que l'on a oubliée et dont on paye aujourd'hui les conséquences. Mais on pourrait se poser d'abord la question, pourquoi faut-il éduquer les libertés? La liberté n'est-elle pas une faculté qui nous permet de vouloir absolument tout ce que nous voulons? Éduquer la liberté semble induire une certaine contrainte, qui s'oppose apparemment à la notion même de liberté. On a déjà vu la réponse
mais on peut faire un rappel. D'une certaine manière, nous avons une liberté absolue comme Dieu, qui nous permet de choisir absolument tout ce que nous voulons à l'intérieur de nous-mêmes. Car l'homme, dans le sanctuaire de sa conscience, peut absolument choisir tout ce qu'il veut. Personne ne peut l'en détourner, pas même Dieu, qui veut cette liberté pour l'homme. Bon, ça, dans le cas où l'homme a décidé. Bon, il y a aussi le cas de la faiblesse ou sous la torture, etc. Il peut varier, mais vous avez même des gens qui, sous la torture, ont gardé leur décision, par exemple, de ne pas trahir leurs compatriotes. Mais l'homme peut choisir à l'intérieur de lui-même absolument tout ce qu'il veut. Personne ne peut le contraindre, pas même Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé sa liberté, et pas personne d'autre que Dieu, parce que l'homme est le principe même de ses décisions. Il est le seul principe de ses décisions à l'intérieur de lui-même. Personne ne peut lui faire décider ce qu'il veut pas, ce qu'il ne veut pas décider. On peut que induire, on peut essayer de persuader, de convaincre, mais on ne peut pas prendre la décision de quelqu'un à sa place. C'est absolument personnel, et c'est la racine de la liberté. Donc, on fait un rappel, donc nous avons une liberté absolue comme Dieu, mais nous savons que cette faculté de choix chez l'homme peut être mal utilisée, car certains choisissent le mal, malheureusement, parfois inconsciemment. Et on se doute que la liberté n'est pas bien utilisée quand elle choisit le mal. Il faut alors se rappeler que la liberté, c'est la volonté, en fait, qui est faite pour le bien infini, c'est-à-dire dans l'objet propre et le bien infini. Et donc, elle sera bien utilisée quand elle tendra, selon sa tendance naturelle, c'est-à-dire vers ce bien infini. L'homme n'est pas libre. Quant à cet objet propre, la volonté s'y dirige nécessairement d'elle-même, le bien infini, c'est-à-dire naturellement. Mais il est libre quant aux moyens d'atteindre ce bien infini, moyens qui sont d'une infinie variété. Et c'est là que l'on reconnaît la liberté de l'homme, en ce qu'il dispose d'un choix infini pour atteindre son bien infini. Et quand on objecte que l'homme n'est pas libre quant à son bien propre, le bien infini, on ne peut parler là de restriction de la liberté, puisque son bien propre est le bien infini, précisément, qui n'a en lui-même aucune restriction, puisqu'il est infini, vous comprenez? Et donc n'implique aucune restriction à qui le désire. Par conséquent, la liberté est bien entière, et quant à son bien propre, pour lequel elle est déterminée nécessairement, elle le cherche toujours, même le plus mauvais des hommes, il cherche toujours le bien infini. Et quant à l'infinie variété de moyens pour l'atteindre. Vous voyez ? Bon, je ne reviens pas dessus, on en a parlé. On fait quand même le rappel là, de cette vérité fondamentale. Donc, seulement, même si le bien infini est son bien nécessaire, naturel, la volonté, la liberté, peut se porter tout de même vers le mal, l'opposé, car la liberté est vraiment absolue en l'homme. Même devant son bien propre, elle n'est déterminée par rien d'autre que par elle-même. La volonté est attirée nécessairement par son bien infini, parce que c'est son bien propre, mais elle peut même décider de ne pas y aller. La décision, elle, n'est pas emportée nécessairement par le bien infini. La liberté de l'homme peut refuser d'aller vers ce bien infini. Nous savons d'autre part que la liberté dépend en majeure partie de l'intelligence, car pour pouvoir choisir ce qui est le propre de la liberté, il faut connaître la valeur des choses. Et cela est le rôle de l'intelligence, de découvrir quelles sont les valeurs des choses. Bon, à tort ou à raison, aussi, on peut se tromper. Enfin, c'est ce que l'intelligence de l'homme lui représente dans sa recherche de la vérité.
c'est c'est à ce niveau-là qu'est la volonté choisie. On ne peut pas choisir, s'il n'y a pas de choix, il ne peut pas choisir. Et ce choix lui est présenté par l'intelligence. Par l'essence aussi, mais bon, l'essence, je choisis cette couleur-ci plutôt que celle-là. Celle-là, oui, on peut faire ça aussi, mais c'est surtout au niveau de l'intelligence où l'homme va chercher à comprendre les raisons des choses pour faire le bon choix, pour choisir justement en connaissance de cause. On voit ainsi comment il est nécessaire d'éduquer la liberté en apprenant d'abord à l'intelligence à juger des vraies valeurs des choses, vous comprenez, hein? Et avant tout, de la première qui est le bien infini. Et ensuite, en apprenant à fortifier la volonté dans le choix du meilleur bien, car même si nous savons ce qu'est le meilleur bien, nous ne voulons pas pour toujours, et nous n'avons pas non plus la force de le choisir dans la durée, de nous y maintenir. Hein. Comme disait saint Paul, hein, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je ne veux pas. Hein, il y a un problème depuis le péché, où nous-mêmes, bêtement, on peut dire, hein, on va choisir ce qui ne nous convient pas. Nous avons une liberté absolue comme Dieu, en ce que nous pouvons choisir absolument tout ce que nous voulons, même le mal, mais à la différence de Dieu, pardon, je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose, mais à la différence de Dieu, nous pouvons nous tromper dans le choix du bien, bah oui, et être dans l'erreur, c'est-à-dire prendre pour bien ce qui est mal, et nous pouvons aussi ne pas choisir le bien et préférer le mal parce que, par exemple, celui-ci est plus facile à atteindre ou plus attirant. Bon, je rappelle très rapidement qu'il n'y a pas de mal en soi, c'est toujours un mal est toujours accompagné d'un bien. Hein. Enfin, plutôt le contraire, le mal, le bien. Enfin, le mal se trouve toujours dans un bien, hein, il n'y a pas de mal absolu. L'éducation de la liberté, donc, va se situer au niveau de la formation de l'intelligence en ce qui concerne la valeur des choses, et au niveau de la volonté pour la fortifier dans le choix constant du bien, en vue du bien infini pour lequel elle est faite. Dit plus simplement, l'homme a besoin qu'on lui montre ce qui est bien et ce qui est mal, et il a aussi besoin qu'on lui apprenne à choisir le bien et à rejeter le mal. C'est l'autorité qui lui apprend cela, comme les parents à l'égard des enfants, et cela se réalise au moyen de l'éducation. Ah vous voyez pourquoi des fois on appelle le dirigeant le père de la nation. Bon, ça s'est employé, je crois, en mauvais usage dans les pays communistes. Bon, mais vous voyez comme il y a une justesse dans le choix de ce mot, une certaine justesse. C'est pourquoi le mot qui désigne cet instant, c'est autorité, pour les parents comme pour les gouvernants. Mot qui vient, on le répète, hein, du latin augere, l'autorité qui veut dire faire croître, augere, hein, parce que l'autorité est censée faire croître les êtres humains dans l'intelligence, la volonté et la liberté, en fin de compte, dans ce qu'on est comme être humain fondamentalement. On comprend ainsi que l'autorité doit elle-même avoir la maturité en cette croissance, car on ne saurait faire croître les autres si on n'a pas cru soi-même en intelligence, en volonté, en liberté, hein, évidemment. D'où la grande responsabilité de l'autorité d'être d'abord elle-même ce qu'elle est censée faire passer dans les autres. Bon, vous savez le sens qu'on a mis sur le terme intelligence hein, dans nos cours précédents. Il ne s'agit pas de
de le comprendre au sens d'aujourd'hui, où il n'est plus capable que de faire des mathématiques et de la physique. D'où les situations à conflit où l'autorité n'est qu'un pouvoir de pacotille, incapable de faire croître les autres pour n'être pas elle-même arrivée à maturité ou pour s'être dirigée dans les mauvaises directions. Comment montrer le choix le plus intelligent si on est dépourvu d'intelligence? Comment entraîner les autres vers le bien commun quand on est soi-même dans le mal, par ignorance, par erreur ou par choix? Comment amener les autres à persévérer dans le bien quand on n'y est pas, quand on ne s'y est pas soi-même engagé et quand on est incapable de s'y maintenir? De même du côté des subordonnés, comment se convaincre de suivre quelqu'un qui n'est pas convaincu? Comment être persuadé par quelqu'un qui ne l'est pas? Comment se maintenir dans une voie où l'autorité ne s'est pas engagée? L'autorité doit avoir pour fondement la loi morale. Il ne lui suffit pas d'arriver au pouvoir. Et si elle ne se soumet pas à cette loi morale qui a son fondement dans la nature humaine et donc en Dieu comme on l'a vu, elle perd sa raison d'être, l'autorité, et en ce cas, elle n'est plus qu'une apparence de ce qu'elle doit être. Et là, on détaille bien ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'autorité doit elle-même avoir ce qu'elle est censée transmettre. Ceci est très important en ce qui concerne l'obéissance à cette autorité, car si elle commande à quelque chose de non conforme à la loi morale, ah oui, on n'est pas tenu d'obéir. Hein, vous voyez, et même on est tenu en conscience de désobéir. C'est ce qu'ont fait par exemple les martyrs au début du début de l'Église en refusant d'adorer les idoles, auxquelles l'autorité de l'époque, romaine en l'occurrence, leur demandait de sacrifier. Vous voyez ? Si, je répète, si l'autorité commande quelque chose de non conforme à la loi morale, on n'est pas tenu d'obéir. C'est pourquoi toute autorité, du fait qu'elle est ce qu'elle est par la loi morale, laquelle est fondée sur la nature humaine, laquelle nature humaine vient de Dieu, toute autorité vient d'une certaine manière de Dieu. Je vous dis des choses un peu fortes là, on pourrait y revenir. Du fait que l'autorité est ce qu'elle est, si elle est conforme à la loi morale. La loi morale est fondée sur la nature humaine et la nature humaine vient de Dieu. Non, toute autorité vient d'une certaine manière de Dieu. Vous voyez ? C'est ce que Jésus fait savoir à Pilate quand il lui répond « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est pour cela, et c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a commis un péché plus grave. » Jean 19, 11. Et saint Paul, que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par lui, etc. Romains 13, 1 et suivant. Alors, précision, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a toujours choisi le pouvoir en place. Il faut pas confondre. En général, ce sont les hommes. Parfois, c'est Dieu, comme c'est arrivé dans l'Ancien Testament, avec Saül, David, les juges et d'autres. Dans l'Église aussi, on dit que c'est le Saint-Esprit qui choisit le pape à travers les cardinaux. Le fait qu'il ait une autorité parmi les hommes vient de la nature, ce qu'on a vu, ce qui est très net chez les parents vis-à-vis de leur enfant. Dans le cas où ce sont les hommes qui désignent l'autorité, il faut tenir cette autorité comme ayant son pouvoir de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a voulu que les hommes vivent naturellement en société, ce qui implique qu'il y ait une autorité pour coordonner leurs activités. Vous voyez, indirectement, c'est Dieu qui a voulu l'autorité. Cela entraîne d'une part que cette autorité doit être soumise à Dieu
il y a la loi morale, comme on vient de le voir, et d'autre part que nous y soyons soumis, dans la mesure où elle-même obéit à Dieu à travers la loi morale, la loi naturelle. Et aussi, qu'elle ne soit pas en contradiction avec la loi surnaturelle. Sinon, il faut dire comme les apôtres, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hein. Acte 4, 19, référence Acte 4, 19. Nous avons aussi des exemples chez les païens, comme chez les philosophes grecs, par exemple Socrate qui a été condamné à mort, et Aristote exilé, tous deux pour avoir dit la vérité. Vous voyez ? On admire d'ailleurs en passant le grand respect de Socrate devant l'autorité jusque dans sa condamnation à mort par cette autorité elle-même. Hein. C'est beau. Hein. Et de même qu'il faut obéir à l'autorité, parce qu'il voyait clairement qu'elle avait tort. Hein. Pas qu'il ne refusait pas de mourir, mais il voyait clairement que l'autorité avait tort de le mettre à mort. C'était un jugement unique. Et il s'est soumis quand même. Et de même qu'il faut obéir à l'autorité dans la mesure où elle est conforme à la loi morale, et lui désobéir dans le cas contraire, de même en ce qui concerne les lois qu'elle édicte. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle les lois positives, hein, qui constituent le droit positif, c'est-à-dire ce qui vient de façon politique, par opposition à la loi naturelle, qui constitue le droit naturel, qui lui est fondé sur la nature des choses, qui vient de Dieu, qui viennent de Dieu. Si les lois positives ne sont pas conformes à la loi morale, non seulement il ne faut pas obéir, mais il faut combattre ces lois. On peut se référer en particulier à ce sujet à l'encyclique de Jean-Paul II, Evangelium Vitae, du 25 mars 1995. Et en particulier sur cette loi de l'avortement, hein, qui permet, bon, c'est pas une obligation encore, oui, là c'est autre chose, qui permet l'avortement, hein, qui est une loi à tout ce qu'il y a de plus contre nature, puisque c'est le meurtre d'un homme, hein, l'avortement. C'est donc la loi morale fondée sur la nature humaine, laquelle vient de Dieu, qui doit être la référence de l'autorité des subordonnés. Il faut, en somme, que ce soit quelque chose au-dessus à la fois de l'autorité et des subordonnés, et qui les guide dans leurs actions. Sinon, comme on l'a vu, on oscillera entre un individualisme exacerbé qui tombera immanquablement dans l'anarchie et le chaos, et un autoritarisme tyrannique, un totalitarisme qui réduira les individus à l'esclavage, ou bien ce seront des conflits sans fin entre autorités et subordonnés, comme on en a de douloureux exemples en nos pays en ce moment. Nous venons donc de voir les fondements des relations entre autorité et subordonnés. Voilà, cette deuxième partie est finie, elle est un peu longue. Tout à l'heure pour la troisième partie.